Après le briefing, nous prenons la direction de Livourne. Comme une longue portion d'autoroute nous attend et que le rythme de voyage avec ma moto électrique est sensiblement différent de celui des motos à moteur thermique, je roulerai seul aujourd'hui. En chemin, je passe devant le pont della Maddalena, plus connu sous le nom de pont du Diable. Le pont della Maddalena est un remarquable pont en pierre du XIVe siècle qui enjambe le fleuve Serchio, en Toscane. Malheureusement, la météo n'a pas été très clémente avec nous. Pour compliquer les choses, de l'eau s'est également infiltrée dans mes valises. Une fois dans ma cabine, j'ai donc dû commencer par étendre toutes mes affaires pour les faire sécher. Le matin, nous arrivons à Olbia, au sud de la célèbre Costa Smeralda. Au nord de la ville portuaire d'Olbia s'étend la Costa Smeralda, une côte découpée qui se prolonge jusqu'à la ville de Palau. Son nom viendrait de la couleur de la mer, qui scintille souvent dans des nuances de vert émeraude. Nous aurons l'occasion de découvrir cette magnifique portion du littoral en direct lors du dernier jour de notre voyage. Comme mes bottes n'ont malheureusement pas eu le temps de sécher complètement, nous quittons Olbia les pieds mouillés en direction de l'est pour plonger immédiatement dans le paradis sarde des motards. Par des routes sinueuses, nous grimpons dans le massif du Monte Limbara. Au-dessus de nous se dressent les deux sommets granitiques dénudés, visibles de très loin. La Punta Balistreri avec ses 1363 mètres et la Punta Saberita avec ses 1359 mètres d'altitude. Rien que l'arrivée à Calagonone est spectaculaire. Depuis la ville de Dorgali, nous empruntons un tunnel qui nous conduit jusqu'à la côte. Aujourd'hui, notre itinéraire nous emmène autour du massif du Gennargentu, où se trouve également la Punta La Marmora, le plus haut sommet de Sardaigne avec ses 1834 mètres d'altitude. S'ensuit une immense valse de virages qui semble ne jamais finir. Plus de 180 km de routes sinueuses à travers certains des paysages les plus spectaculaires de l'île. Dans l'après-midi, deux autres temps forts nous attendent. La ville fantôme de Gairo, abandonnée après de violentes inondations, et les impressionnants rochers rouges d'Arbatax qui se dressent au bord de la mer. Le village fantôme de Gairo Vecchio. Autrefois, un village animé, Gairo Vecchio n'est aujourd'hui plus qu'un ensemble de ruines. C'est sans doute le village fantôme le plus connu de Sardaigne et certainement l'un des plus beaux. Tout bascule en 1951 lorsque la région est frappée par l'une des plus graves catastrophes naturelles de son histoire. Du 14 au 19 octobre, de violentes intempéries s'abattent sur toute la Sardaigne. Des coulées de boue dévastent de nombreuses zones, les routes sont emportées, plusieurs localités deviennent inaccessibles et les barrages débordent. Gairo Vecchio est particulièrement touché. Une gigantesque coulée de boue ensevelit près de la moitié du village. Aujourd'hui, nous avions le choix entre une journée de repos, une visite de la Grotta del Bue Marino ou une sortie à moto. Le choix a vite été fait. Tout le monde avait envie d'enchaîner encore quelques virages. Nous passons devant le complexe nuragique de Nodule, l'un des sites archéologiques les plus importants de Sardaigne. Riche en monuments et en vestiges historiques, il témoigne d'une occupation humaine continue depuis l'Antiquité et reflète une grande partie de l'histoire de l'île. Au cœur de cette vaste agglomération nuragique se trouve un espace sacré unique, une grande enceinte comprenant plusieurs structures circulaires, au sein de laquelle se trouve un impressionnant puits sacré nuragique, toujours alimenté en eau aujourd'hui.
Nous empruntons d'abord l'oriental Sarda vers le sud avant de bifurquer sur des routes plus petites pour rejoindre à nouveau l'intérieur sauvage de l'île. De magnifiques routes à moto nous conduisent alors à travers le massif du Supramonte jusqu'aux environs du petit village d'Orgosolo. Réputé pour son passé rebelle, le village témoigne encore aujourd'hui de son histoire à travers ses célèbres fresques murales à caractère politique qui décorent de nombreuses façades. Le Supramonte. Tout comme le Chenargentu, le plus haut massif montagneux de Sardaigne, le Supramonte fait partie du vaste plateau de la Barbagia. C'est une terre de bergers, où moutons et chèvres paissent dans le maquis méditerranéen toujours verdoyant, appelé localement la maquia. Orgosolo est célèbre pour ses peintures murales. Ses fresques à caractère politique sont visibles partout dans le village et constituent aujourd'hui l'une de ses principales attractions. Depuis environ 1969, elles reflètent différents aspects des luttes politiques et sociales de la Sardaigne, tout en abordant également des sujets et événements internationaux. Le film Bandis d'Orgosolo, 1961, de Vittorio De Seta offre un aperçu saisissant du mode de vie traditionnel dans le centre de la Sardaigne et du phénomène du banditisme qui y était autrefois répandu. En raison de son taux élevé de criminalité, Orgosolo était autrefois connu sous le nom de village des meurtriers. Les bandits des montagnes environnantes auraient même utilisé la porte de l'église pour afficher les condamnations à mort destinées à leurs ennemis.
Aujourd'hui, nous empruntons d'abord la route côtière en direction du nord jusqu'à Orosei, où nous avons l'occasion d'acheter quelques spécialités régionales et produits locaux. Nous quittons ensuite une nouvelle fois la côte pour nous enfoncer dans l'intérieur sauvage de la Sardaigne. L'un des temps forts du parcours est la Nuraghe de Noël, où nous faisons une pause photo. Si le temps est favorable, nous y prendrons également notre pause de midi. La Nuraghe Loel près de Buduso. Le terme Nuraghe désigne les tours préhistoriques en pierre caractéristiques de la Sardaigne. Leur origine remonte à la culture de Bonanaro, environ 2200 à 1600 avant Jésus-Christ, ainsi qu'à la civilisation nuragique qui lui a succédé, environ 1600 à 400 avant Jésus-Christ. À la même époque, la culture toréenne du sud de la Corse construisait des édifices similaires. Selon les estimations les plus récentes, près de 10 000 nuraghs auraient été édifiés en Sardaigne, ce qui explique la grande diversité de formes et de styles architecturaux que l'on peut encore observer aujourd'hui. Leur fonction exacte reste toutefois débattue par les chercheurs. Les études récentes tendent à montrer qu'il s'agissait probablement soit d'habitat, soit de fortifications défensives, voire d'une combinaison des deux. Nous mettons maintenant le cap sur le dernier grand temps fort de notre voyage, la Costa Smeralda, la célèbre côte d'émeraude. Nous longeons cette région magnifique par la route côtière, et il est facile de comprendre pourquoi elle attire depuis longtemps les célébrités et les grandes fortunes du monde entier. Entre ses eaux turquoises, ses côtes découpées et ses élégantes stations balnéaires, la Costa Smeralda offre certains des plus beaux paysages de Sardaigne. Nous avons encore le temps de faire quelques arrêts photos avant de savourer notre dernier dîner dans ce cadre exceptionnel. Nous rejoignons ensuite le port d'Olbia, où nous embarquons pour notre traversée de retour vers le continent italien. Tôt le matin, nous arrivons de nouveau à Livourne.
Heureux de retrouver la terre ferme sous nos roues, nous prenons la direction de Pise. Nos guides ont loué un garage pour les motos, ce qui nous permet enfin de nous débarrasser de nos équipements de motards et de visiter la ville confortablement. Pise fut l'une des 4 grandes républiques maritimes de l'Italie médiévale, aux côtés d'Amalfi, Gênes et Venise. Le monument le plus célèbre de la ville est sans aucun doute la tour de Pise. Conçue à l'origine comme un clocher indépendant pour la cathédrale, elle commença à s'incliner vers le sud-est seulement 12 ans après le début de sa construction. Malheureusement, le lendemain, il est déjà temps de reprendre le chemin du retour. Comme le col de la Fourca est toujours fermé, je choisis une nouvelle fois l'itinéraire passant par le tunnel de la Vereina.